Bienvenue à cette présentation créée par l'équipe de prévention et de contrôle des infections de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Cette présentation vise à donner une formation à tout stagiaire devant œuvrer à l'Institut en lien avec la prévention et le contrôle des infections. Tout d'abord, la raison d'être de la prévention et contrôle des infections. Elle vise, en premier lieu, à protéger les usagers de la propagation des infections nosocomiales. Il est important aussi de spécifier que selon le rapport Aucoin de 2005, le système de santé québécois est vulnérable en regard des infections nosocomiales. Mais qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, il s'agit d'une infection acquise au cours d'un épisode de soins administré par un établissement du réseau de la santé, quel que soit le lieu où ils sont administrés. Les principales infections nosocomiales que l'on retrouve au Québec sont le SARM, le ERV, ainsi que le Clostridium difficile. Débutons avec une petite question en lien avec les conséquences des infections nosocomiales. Selon vous, quel pourcentage des usagers hospitalisés au Québec risquent d'acquérir une infection nosocomiale lors de leur hospitalisation? Est-ce qu'il s'agit de 0,5%, de 2%, de 5% ou encore de 10% des usagers hospitalisés? Il s'agit en effet de 10% des usagers hospitalisés au Québec qui risquent d'acquérir une infection nosocomiale. Cette statistique est tirée du rapport Aucoin de 2005. Voici une autre question pour vous en lien avec les conséquences des infections nosocomiales. Quelles sont les dépenses supplémentaires directement liées à l'acquisition d'une infection nosocomiale lors d'une hospitalisation? Est-ce qu'il s'agit d'environ 500 $, 1000 $, 2500 $ ou encore plus de 5000 $ par infection nosocomiale? Il s'agit en fait de plus de 5000 $. On voit que selon une étude de Jarvis de 96, le coût moyen entraîné par une seule infection nosocomiale était d'environ 10 000 $. Selon une étude qui date de 2010, le coût moyen pouvait atteindre jusqu'à 29 950 $ pour une seule bactériémie causée par une infection nosocomiale. Dans les principales infections nosocomiales que nous retrouvons au Québec, nous avons tout d'abord le SARM. Il s'agit du Staphylococcus aureus résistant à la médicilline. Il se retrouve principalement au niveau de la peau et des narines. Il est important de spécifier qu'à l'IUCPQ, les précautions additionnelles de type gouttelette contact sont mises en application lorsqu'un usager est soupçonné ou est confirmé porteur SARM. Une autre des principales infections nosocomiales retrouvées au Québec est le ERV. Il s'agit de l'entérocoque résistant à la vancomycine. Il se retrouve principalement au niveau des intestins et des selles. Il s'agit de précautions additionnelles de type contact renforcé ici à l'IUCPQ. Il est important de spécifier que le ERV peut survivre jusqu'à 4 mois dans l'environnement de l'usager. Enfin, une autre des principales infections nosocomiales retrouvées au Québec est le C. difficile, ou de son nom complet, Clostridium difficile. Vous pouvez voir sur l'image qu'il s'agit d'un bacille encapsulé, ce qui fait qu'il a une résistance accrue. On le retrouve principalement au niveau des intestins et des selles. Comme le ERV, il s'agit de précautions additionnelles de type contact renforcé. Le C. difficile, quant à lui, peut survivre jusqu'à 6 mois dans l'environnement. Au niveau de la prévention et de la propagation des infections, nous retrouvons souvent la chaîne de propagation. Il est important de savoir qu'en tant que stagiaire, vous avez votre rôle à jouer dans le bris de cette chaîne de propagation. Les meilleures façons pour vous de briser la chaîne de propagation est tout d'abord en utilisant les pratiques de base, on parle ici de l'hygiène des mains, et aussi en respectant les précautions additionnelles mises en place pour chaque usager. Voici une petite question pour vous en lien avec l'hygiène des mains. À quel moment est-il important de pratiquer l'hygiène des mains sur une unité de soins? Est-ce avant de toucher au patient ou à son environnement? Avant une intervention aseptique? Après un risque de contact avec un liquide organique? Ou encore après un contact avec le patient ou son environnement?
Si vous avez répondu ces 4 moments, eh bien, vous avez raison, il s'agit des 4 moments pour l'hygiène des mains. Voici d'ailleurs, sous une forme schématisée, un petit rappel des 4 moments que nous venons de nommer pour pratiquer l'hygiène des mains. Voici une autre question pour vous en lien avec l'hygiène des mains. Laquelle de ces deux méthodes est la plus efficace pour pratiquer l'hygiène des mains? Est-ce qu'il s'agit de l'eau et du savon ou encore de la mousse hydroalcoolique? Il s'agit de la mousse hydroalcoolique. En fait, la mousse hydroalcoolique tue 99,99% des germes en 15 à 30 secondes. Pour ce qui est de l'eau et du savon, il en tue autant, mais en 30 à 60 secondes. Toutefois, quelles sont selon vous les deux situations lors desquelles l'eau et le savon doivent être utilisés plutôt que la mousse hydroalcoolique? Tout d'abord, il est important d'utiliser l'eau et le savon lorsque les mains sont souillées par des liquides biologiques. Aussi, un autre moment où l'eau et le savon doivent remplacer la mousse hydroalcoolique est à la sortie d'un isolement de type contact renforcé. Il est important de se rappeler que le port de gants ne remplace en aucun cas la pratique de l'hygiène des mains. En fait, selon une étude menée par Tenorio et associée en 2001, après le retrait des gants à la suite d'un contact avec un usager porteur du ERV, la bactérie était toujours présente sur les mains d'environ 30% de ces professionnels. Voici les types de précautions additionnelles que nous retrouvons à l'IUCPQ. Pour les précautions additionnelles, il est important de bien lire les consignes inscrites sur l'affiche placée à la porte de la chambre de l'usager. Il faut aussi utiliser du matériel dédié pour chaque usager. N'entrez que le strict nécessaire dans la chambre. Et si vous devez ressortir du matériel de la chambre, il est important de le désinfecter adéquatement. Pour les précautions de type contact renforcé, il est important d'utiliser la technique des 3 étapes. Il s'agit ici de désinfecter son matériel tout d'abord avec une solution chlorée que vous pouvez retrouver dans des bacs sur chaque unité. Par la suite, rincer avec de l'eau. Et ensuite terminer la 3e étape avec de nouveau la solution chlorée. Il est primordial de se rappeler que les précautions additionnelles s'ajoutent toujours aux pratiques de base. Voici une petite mise en situation qui vous fera pratiquer certains éléments vus lors de cette présentation. Nous avons M. Tremblay, 67 ans, hospitalisé à la suite d'une intervention visant l'implantation d'une valve aortique percutanée, aussi appelée TAVI. À la suite de 3 épisodes de diarrhée au cours de la même période de 24 heures, un prélèvement pour une recherche de Clostridium difficile est fait et les précautions de type contact renforcé sont instaurées. Après une analyse en laboratoire, il est confirmé que M. Tremblay a acquis une infection liée à la bactérie Clostridium difficile. Vous devez le rencontrer à sa chambre. Cette affiche se trouve à la porte de la chambre de M. Tremblay. Que devez-vous revêtir avant d'entrer? Est-ce qu'il s'agit de la blouse, des gants, du masque ou encore de la protection oculaire? Vous comprendrez en lisant la fiche que vous n'avez pas besoin du masque ni de la protection oculaire. Vous devez toutefois revêtir la blouse ainsi que les gants. Vous devez sortir un stéthoscope de la chambre après votre rencontre avec l'usager. Comment allez-vous le nettoyer? Est-ce avec de l'eau et du savon? Avec la technique des 3 étapes chlore-eau-chlore? Avec une lingette désinfectante de type Virox? Ou encore il est impossible de ressortir un item de la chambre? Tout d'abord, il est possible de ressortir un item de la chambre. Les lingettes désinfectantes de type Virox ne seraient pas efficaces et puisqu'il s'agit de contacts renforcés, il faut utiliser la technique des 3 étapes chlore-eau-chlore. Comment allez-vous procéder pour l'hygiène des mains à la sortie de la chambre? Il n'est pas nécessaire de se laver les mains à cause du port de gants, avec la mousse hydroalcoolique, avec l'eau et le savon. La mousse hydroalcoolique ou l'eau et le savon seraient autant efficaces.
Tout d'abord, tel que mentionné plus tôt dans la présentation, le port de gants ne remplace en aucun cas l'hygiène des mains. De plus, la mousse hydroalcoolique ainsi que l'eau et le savon ne sont pas autant efficaces. Bien que plus tôt dans la présentation, il a été mentionné que la mousse hydroalcoolique était plus efficace que l'eau et le savon, certaines situations, comme les précautions contact renforcées, faisaient en sorte que l'eau et le savon devaient absolument être utilisés à la sortie de la chambre. En terminant, si vous avez des questions concernant la prévention et le contrôle des infections, rappelez-vous qu'à tous les jours, une personne de l'équipe de prévention et de contrôle des infections effectue la tournée sur chacune des étages. Elle peut être jointe au numéro de téléinvestisseur 6168. Enfin, une page intranet de la prévention et contrôle des infections existe et contient beaucoup de renseignements qui pourraient vous être utiles. Bon stage à tous.